Bonjour. Et un grand merci d'abord de me permettre de participer à cet atelier sur les complications psychologiques et notamment sur celle-là, la peur de la récidive. Alors, comme vous imaginez certainement, la peur de la récidive est extrêmement fréquemment abordée dans les consultations psychologiques, et ça, non seulement dans les périodes de surveillance après un premier cancer, mais je dirais à toutes les étapes, en fait, de la maladie. C'est une expérience complexe, difficile, intense, qui se manifeste au travers des émotions diverses, des cognitions, des comportements et une modification du rapport au corps. Voilà, je fais suite à ce que tu viens de dire. Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, c'est relativement récent. Ça date des années 2010-2013 notamment, qui a un intérêt grandissant. Et on le retrouve à travers 4 grandes méta-analyses à partir d'études quantitatives et qualitatives et des recommandations en 2014 de Cancer Australia pour la pratique. Je vais d'ailleurs m'appuyer sur ces recommandations dans ce que je vais dire par la suite sur le dépistage. C'est un des troubles psychologiques les plus fréquents, notamment dans la période suivant la fin des traitements, rapporté par 49 à 74% des patients atteints de cancer de la prostate, du sein, colorectal ou du poumon. Ce n'est donc pas relié à un type de cancer en particulier. Par contre, on peut dire que c'est particulièrement fréquent dans le cancer du sein, parce qu'on va retrouver la peur de la récidive chez 70% des patientes exprimant des angoisses en lien avec une éventuelle récidive jusqu'à 5 ans après leur traitement, c'est-à-dire ça perdure dans le temps. Et je vais en dire quelque chose tout à l'heure. Je voulais d'abord donner la parole aux patients à travers d'expressions qu'on peut entendre, comme cette citation « J'ai tout le temps la peur de profiter de la vie à cause de la possibilité de récidive. J'ai trop peur de perdre à nouveau tout. » Ça, c'est un élément majeur, c'est-à-dire la peur d'investir le futur pour ne pas perdre. Finalement, on se protège de la perte par anticipation. Ou je suis obsédée par l'angoisse que le cancer pourrait revenir. Ou encore, bien sûr, cette métaphore d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête. 3 thèmes se dégagent des propos de femmes en rémission d'un cancer du sein d'une étude qualitative par Focus Group en 2019 par Wei Shu Lai. C'est la thématique d'être piégé dans l'insécurité, c'est comme un état d'insécurité généralisé. C'est l'idée de souffrir en silence, c'est-à-dire ce n'est pas partageable, et notamment pas avec l'entourage qu'on veut protéger. Et puis, en conséquence, c'est aussi faire comme si rien n'était arrivé. Finalement, quelle définition on peut trouver dans la littérature scientifique? C'est le colloque d'Ottawa en 2015, donc c'est assez récent, qui a visé à établir un consensus sur une définition la plus pertinente possible, centrée sur des processus cognitifs et émotionnels. Elle est assez simple, c'est la peur, l'inquiétude ou la préoccupation à propos de l'évolution ou de la récidive du cancer. Mais le phénomène lui-même est bien plus complexe. Ce n'est pas une simple peur. Alors, on retrouve 5 catégories de caractéristiques cliniques qui ont été proposées. C'est des fortes préoccupations, inquiétudes, des ruminations ou des pensées intrusives qui persistent donc à très très long terme. C'est des stratégies de coping mal adaptées, alors notamment des stratégies d'évitement ou des mécanismes de défense tels que le déni. L'évitement, c'est par exemple, c'est éviter absolument tout ce qui pourrait me faire penser au cancer, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient tellement obsédant que j'évite énormément de choses dans ma vie quotidienne et on évite par exemple d'être en contact avec d'autres patientes. Ça rend par exemple difficile l'orientation vers les associations qui pourtant pourraient être support.
C'est les difficultés dans le fonctionnement au quotidien, c'est une détresse excessive et puis bien sûr la difficulté à se projeter dans le futur. Alors là, je me base sur l'étude, la méta-analyse d'Almeida pour décrire peut-être un peu plus en profondeur de quoi est faite la peur de la récidive. C'est d'abord une variété d'émotions, bien sûr peur ou angoisse pouvant aller jusqu'à la panique, mais pas seulement. C'est aussi donc ce sentiment d'insécurité et ou d'impuissance, mais aussi de tristesse, le sentiment de perte, de ne plus me retrouver, de ne plus être la même, de stress, et puis également des émotions positives, dans le fait de se sentir dans une certaine précarité ou insécurité, ça fait aussi que finalement on va être plus centré sur la vie quotidienne et sur le fait d'investir en fait fortement des projets dans la vie quotidienne. C'est activé par de nombreuses situations, beaucoup sur des sensations physiques anormales ou jugées comme telles. Il y a comme une méfiance vis-à-vis du corps qui fait que tout symptôme devient suspect. Mais c'est aussi les dates d'anniversaire, bien sûr, de l'annonce du diagnostic, etc. C'est la confrontation à des éléments qui rappellent la maladie. Alors, la peur de la récidive, elle peut être plus ou moins fréquente et envahissante sur le plan cognitif et émotionnel. Elle est rarement permanente, elle peut l'être parfois dans certains cas, mais plutôt liée à des déclencheurs. Donc, ça peut être une peur quotidienne qui a toujours été là, ou alors souvent présente et réactivée à chaque élément déclencheur. Par exemple, chaque matin, dès que je me réveille, je me rappelle que j'ai eu un cancer et que ça pourrait revenir. Ou des souvenirs plus épisodiques en lien avec des examens de contrôle, des périodes autour du diagnostic, les échanges avec les médecins ou infirmières. Quels sont les facteurs associés? On retrouve celle que Mme Dolbeau a évoquée en fait ce matin par rapport aux consultations génétiques, en grande partie en tout cas. C'est le jeune âge, c'est le fait d'être isolé, mais c'est en premier lieu aussi d'être une femme. Donc on trouve là une différence entre les cancers. C'est une faible qualité de vie. C'est aussi la présence d'indices médicaux inquiétants, la présence de douleurs ou de nouveaux symptômes. Alors, il y a des études qui ont essayé d'établir si on pouvait comparer donc les effets de la conservation du sein sur l'image corporelle et la peur de la récidive, c'est-à-dire tumorectomie versus mastectomie et mastectomie versus chirurgie conservatrice. Mais finalement, les résultats sont assez contradictoires et c'est difficile d'en faire une conclusion. Autre facteur associé, c'est la détresse psychologique ou l'anxiété générale élevée. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, les stratégies de coping de type évitant ou le déni. C'est aussi un traitement par hormonothérapie. Voilà, ça fait lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure. Je l'ai dit au début, la peur de la récidive semble persister à travers le temps, même 10 ans après, les études le montrent, sans perdre en intensité. Alors, comment dépister? Juste quelques points de repère pour la pratique clinique des médecins, c'est certainement d'apporter systématiquement une information sur la peur de la récidive dans les consultations de fin de traitement et de surveillance. Je reviens sur cette diapo après, mais je voulais vous montrer cet exemple. J'en ai pas trouvé en France, mais j'ai trouvé cette illustration d'un dépliant du centre hospitalier universitaire de Montréal sur la peur de la récidive qui est donné aux patients et qui est vraiment très très bien fait, qui définit la peur de la récidive, mais peut-être aussi d'où elle vient, quels sont les signes, qu'est-ce qu'on peut faire, vers qui on peut s'orienter. Moi, j'en ai pas trouvé en France, mais ça serait certainement un support intéressant, à mon avis, pour les patients. Alors, je reviens sur la question du dépistage. C'est bien sûr, en deuxième lieu, repérer les principaux facteurs associés que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est troisièmement l'évaluation plus globale de la souffrance psychosociale,
telles qu'on parle les recommandations de la Société française de psycho-oncologie ou l'AFSOS, qui inclut en fait celle de la peur de la récidive, vous trouverez là juste quelques questions, 2-3 petites questions qu'on peut peut-être insérer dans une consultation de surveillance, qui sont sur la présence de la peur de la récidive. Par exemple, êtes-vous préoccupé par l'idée que le cancer pourrait revenir ? Ou, durant la semaine passée, avez-vous été inquiète que la maladie cancéreuse pourrait revenir ? Une question peut-être sur la fréquence. Combien de fois vous vous êtes sentie inquiète pendant le mois passé, C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de très ponctuel ou vraiment c'est extrêmement présent dans le quotidien de la patiente? Et l'intensité, vivez-vous ces préoccupations comme envahissantes dans votre vie quotidienne? C'est la possibilité d'approfondir l'évaluation, bien sûr, grâce à des outils de dépistage spécifiques de la peur de la récidive. Il y a beaucoup d'outils validés, j'en ai cité que 2, mais je sais bien que c'est difficile de les introduire dans une consultation de routine médicale, mais voilà, peut-être quand même l'évoquer, notamment celle de CIMAR, Fear of Cancer Occurrence Inventory, qui existe dans une short form avec 9 items. C'est aussi repérer les ressources personnelles et familiales de la patiente, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place. C'est toujours le fait de valoriser ce que la patiente a déjà mis en place en termes de ressources ou d'aide. Et puis, bien sûr, si la patiente ou le médecin identifie des difficultés psychologiques avec la peur de la récidive, c'est l'orientation pour approfondir l'évaluation et proposer une aide avec un psychologue ou un psychiatre. Quelles sont les ressources ? C'est avoir un interlocuteur, bien sûr, c'est le médecin généraliste, c'est l'oncologue, mais c'est aussi le lien maintenu parfois avec une infirmière d'annonce, avec les IDEC, les infirmières de coordination, très important, que les patientes vivent souvent comme plus accessibles, où elles osent davantage interpeller. C'est les nombreux supports proposés par les associations de patientes ces dernières années. Vraiment là, il y a une grande évolution dans la période de l'après-traitement. Et puis, c'est les approches complémentaires vers lesquelles les patientes souvent se dirigent d'elles-mêmes, d'ailleurs, qui peuvent être la relaxation, la sophrologie, le yoga, ces types d'approches. En termes plutôt de propositions thérapeutiques, bien sûr, la consultation avec le psychologue ou psychiatre, soit en établissement, soit en ville, soit via les associations. Alors, les approches psychothérapeutiques qui ont montré leur intérêt, c'est bien sûr l'approche individuelle, mais c'est aussi celle du groupe. Et là, je vais vous donner tout de suite une illustration. C'est les programmes de méditation de pleine conscience, par exemple, qui dans les études montrent qu'ils ont un réel intérêt, les thérapies cognitives et comportementales, mais aussi les approches centrées sur l'émotion. Je voulais pour terminer juste vous donner une petite illustration du support d'un groupe. En fait, c'est un dispositif qui est proposé depuis 2 ans par la Maison Rose, c'est à Paris, nous là c'est à Bordeaux, qui s'appelle Nouveau Parcours, un programme destiné aux femmes atteintes de cancer métastatique spécifiquement, avec de l'activité physique adaptée, mais aussi avec un groupe de parole, avec un temps d'échange avec une psychologue qu'on fait maintenant, que j'anime maintenant depuis 2 ans à Bordeaux, et qui a vraiment tout son intérêt, à mon avis, notamment par rapport à cette question de la peur de la récidive. C'est des rencontres placées sous un thème, toutes les 6 à 8 semaines. Il y a entre 4 et 12 participantes à peu près. C'est des groupes semi-ouvertes, c'est-à-dire les personnes peuvent venir 1 fois, 2 fois, ou ils peuvent revenir. Certains reviennent depuis 2 ans, animés par une psychologue. Et puis, crise sanitaire oblige, pendant toute une période, ça a été sur visio et ça peut être intéressant aussi. Je voulais juste dire que le groupe crée des possibles. Vraiment, c'est un support puissant, à mon avis, notamment pour composer avec la peur de la récidive, parce que ça permet d'aborder dans le groupe le rapport au futur, au projet qui évolue en fait, en résonance à la peur de la récidive, avec ces périodes décrites par les femmes d'arrêt de projet de vie,
puis une nouvelle capacité à réinvestir des projets ou à prolonger un peu plus loin dans le futur avec une hyperfocalisation sur l'instant présent et une capacité augmentée de contemplation de la vie quotidienne. Mais aussi, ce qui est beaucoup abordé, c'est le besoin de créer des souvenirs, des moments qui resteront. C'est accepter de se projeter dans le futur sans garantie. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent il y a des femmes avec des expériences plus ou moins longues et donc elles vont s'entraider. Et certaines qui ont une certaine expérience qui peuvent dire des choses comme ça avec ma famille. Quand on rêve du futur, d'un projet, on fait comme si je serais là. Cette capacité de faire comme si. La capacité d'adaptation des unes ouvre un espace pour les autres. Donc une façon d'apprendre, de se projeter dans le futur, même si c'est différemment. C'est la possibilité de s'identifier à des femmes qui ont fait un cheminement intérieur d'apaisement, en tout cas par période. C'est des façons différentes de composer avec la peur de la récidive. Et puis c'est beaucoup de conseils pratiques qu'elles se donnent dans ces groupes et qui sont vraiment des expériences intenses. Voilà. Je vous remercie et je termine sur quelques indications bibliographiques. Il y a maintenant vraiment une grande bibliographie, beaucoup d'articles très intéressants sur ce sujet. Voilà, je vous remercie.